Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision si vous êtes du côté de Kissidougou. Vous êtes dans cette émission, les GG. On va donc embrayer tout à l'heure avec cette autre question. Subvention aux universités privées. L'État guinéen y perdrait-il des sommes colossales? La magouille a été détectée. Basekou a mené l'enquête. Vous l'entendrez d'une minute à l'autre. On s'intéresse également à cette démission annoncée imminente du gouvernement guinéen, en tout cas dans la perspective de l'installation du chef de l'État. On fera aussi un détour du côté du BGDA. Le BGDA, donc le Bureau guinéen du droit des auteurs, qui est donc décidé à collecter les redevances d'auteurs sur l'utilisation des œuvres musicales. On va jeter un coup d'œil sur notre plateforme GG8037 avec ce premier message. Bonjour l'équipe, sur la question du voile, la décision, le message n'est pas venu au complet. Je suis Bachir Koulibaly depuis Amdalaï. Interdire le voile, c'est tout message qui n'est pas venu au complet. La mesure n'est pas contre la religion, elle est plutôt une question. Ce message aussi n'est pas venu au complet. Bonjour les GG, Aboubakar dit à Tamba qu'on peut cacher, il veut dire peut-être les armes. C'est autre message. Bonjour les GG, Aboubakar, s'il te plaît, tu es un modérateur. Quand tu donnes la parole à quelqu'un, laisse la personne aller au bout de ses idées, s'il te plaît. Merci par danse. J'ai honte d'entendre Ahmed Kamara, soi-disant musulman. Mon exemple, c'est... qu'est-ce qu'il dit? Mon exemple, ce n'est pas aux États-Unis, c'est plutôt le Coran et le Hadith, soit Arabie. Le message n'est pas venu au complet. Salut les GG. Les Moussa ont parfaitement raison. Et il veut parler de Moussa Moïse et de Moussa Hiro. C'est de l'amalgame, c'est de l'amalgame à l'encontre de l'islam au lieu de s'attaquer au vrai problème. Et bonjour, un musulman qui ne suit pas. Et le prophète est un handicapé musulman. Ahmed et autres, recyclez-vous car l'islam vous ignorez, c'est Yero Diallo qui signe ce message. Le port du voile intégral, c'est l'extrémisme. L'islam ne l'oblige pas, donc interdire c'est qu'une religion n'a pas obligé, n'est pas une stigmatisation. Le port du voile intégral, c'est ce message que je viens de lire. Bonjour, Moussa a parfaitement raison. Jamais dans l'histoire de notre pays le voile n'a créé de problème. Ahmed, tu n'as rien compris de ta religion. Et ce dernier message, on va s'y arrêter. C'est qu'Ahmed dit est grave ce matin. Il parle sans preuve. Le voile est une recommandation divine et que Ahmed le sache. C'est Ibrahima qui signe ce message depuis Dixine. On va y aller, peut-être réaction. Mais je veux dire que ce qui fait que ce débat est compliqué, c'est que les gens ne comprennent pas jusqu'à présent. Vous savez, il y a deux types de voile. Ouais. On vous parle du voile intégral et de la burqa simple. Je le dis et je le réitère. Je connais très bien cette religion. C'est bien dit dans les hadiths. Il y a des limites pour que la femme se protège. Ces limites doivent être respectées par la femme. J'ai pris l'exemple sur la main. La main, c'est jusqu'au poignet. La femme doit se protéger. Alors, je dis, ceux qui portent des gants pour leur propre plaisir. On a très bien dit également, pour une femme, ça doit arriver jusqu'à la cheville, votre accoutrement. Alors, si vous portez des chaussettes, c'est votre plaisir. Je le réitère. Bien. La tête doit être protégée, les cheveux pas dehors. Alors, voilà les explications qui sont clairement données. Voilà des endroits. Donc, c'est pourquoi je vous dis que la burqa est une obligation pratiquement dans la burqa parce qu'il faut se protéger. Mais le port du voile intégral,
n'est pas une obligation. Bien. Écoutez, Il insiste, il signe, il persiste. On le sait très bien, que ce soit en Afrique ou au niveau international, le débat sur le terrorisme a intégré la question religieuse parce que des instruments religieux ont été utilisés pour faire l'apologie de ce mal. Ce que je veux dire, c'est quoi? Donner pour exemple, on est en train d'interdire la vente des véhicules 4x4 de marque Toyota. On est en train de prendre des mesures pour interdire la vente des véhicules 4x4 de marque Toyota à des organisations terroristes. Pourtant, la liberté d'achat de véhicules est consacrée, mais parce que ces gens-là sont prisés, ces véhicules-là sont prisés par eux et sont utilisés dans le désert. Ça, c'est un premier point. On se souvient ici de l'interdiction. Mais comment reconnaître qu'un acheteur est un terroriste? Mais attendez, ce sont des mesures. Mais laissez les gens aller jusqu'au bout de leur logique. Ce sont des mesures. Mais ce sont des mesures parmi autant d'autres. C'est parce que ces véhicules 4x4 sont utilisés à des fins de terrorisme qu'ils sont utilisés. C'est comme le voile intégral. On ne dit pas que toutes les personnes qui portent le voile intégral sont des terroristes, mais puisque les terroristes les ont utilisés pour commettre des actes de massacre, c'est pour ça qu'on prend des mesures contre. On a interdit ici l'utilisation des treillis militaires parce que les bandits s'en servaient pour aller faire des opérations. C'est autant de mesures qu'on prend. Cela ne stigmatise pas, c'est pour des raisons sécuritaires. Bien, Roby, merci. On en vient maintenant à cette enquête que vous avez menée, Bassekou. Vous nous dites ce matin que la magouille a été détectée. On parle de la subvention de l'État guinéen aux universités privées. Oui, cette année, à Boubacar Diallo, la magouille a été effectivement détectée. C'était lors d'une une concertation qui a regroupé le ministre Telouel, le secrétaire général et d'autres cadres impliqués dans la signature du contrat de l'enseignement supérieur privé. J'ai avec moi ici une copie des statistiques des orientations de l'enseignement supérieur privé, c'est-à-dire les effectifs des premières années de 2012 à 2016. Alors, ce qu'on ne comprend pas dans ça, c'est qu'en 2012-2013, le conseil de l'enseignement supérieur privé a indiqué clairement qu'il avait besoin au total de 8927, c'est-à-dire avait 8927 places disponibles. Oui. Et donc, le contrat a été établi en fonction de cette disponibilité. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'à l'arrivée, au lieu de 8927, on s'est retrouvé avec 13 079 étudiants. Eh bien, 13 079 étudiants. Soit une augmentation de combien de pourcents? Soit une augmentation de 4152 étudiants. Alors, ce qu'on ne comprend Comment pas, est-ce possible, justement, je vais vous expliquer. C'est que j'ai avec moi ici un exemplaire donc, de l'effectif des étudiants de la première année, des boursiers de l'État, de 2014 à 2015. Vous savez, chaque année, l'enseignement supérieur demande aux institutions qui reçoivent les boursiers de l'État de fournir en fonction de leur capacité d'accueil. Donc voilà un peu comment ce travail il est établi. Donc on compile tout ça dans un tableau et c'est ce qu'on présente régulièrement au directeur national de l'enseignement supérieur privé. Alors ce qui s'est passé, c'est que depuis 2012 jusqu'en 2014, l'État guinéen, l'enseignement supérieur et le ministère de l'enseignement supérieur a continué à signer des contrats de l'enseignement supérieur privé, chassant qu'il y a des gaps. En 2012, l'État guinéen a pratiquement payé plus de 4152 places qu'on n'a pas pu justifier, qui se chiffre à un peu plus de 15 milliards de francs guinéens. Donc qu'on a pratiquement perdu. En 2014, on les a octroyés 12 326 places. On s'est retrouvé avec 13 182 places, ça aussi. Soit plus de 1000. Soit plus de 1000 et quelques. Alors les pratiques ont continué. C'est qu'en 2014, on a voulu mettre en place la plateforme Joliba pour essayer justement de limiter un peu ces cas de doublons. Alors il y a eu des discussions, les recteurs d'université sont venus dire, vous savez, quand vous faites ceci, il va y avoir des soulèvements. Finalement, on n'a pas pu mettre au point cette plateforme Joliba qui permet Non, écoutez, pardon. En 2014, je précise bien. Maintenant, cette année, on a encore remis. On a demandé aux universités privées de fournir le tableau. C'est qu'on avait dit clairement qu'il y avait 7000 qu'on donnait à l'enseignement supérieur privé, 7149 étudiants. Le contrat qu'ils ont établi, ils viennent avec un effectif de 11 651 cette année. Donc quand ça a été présenté,
Alors, il y a eu des tollés, il y a eu des discussions, ça fait polémique au niveau de l'enseignement supérieur privé. On a dit on ne peut pas continuer à vous donner, on vous indique clairement la place disponible et au-delà de ça, vous venez avec un effectif supplémentaire. Donc, le contrat... Qui sont les fraudeurs finalement? Justement, c'est que si vous prenez par exemple cette liste Aboubacar Diallo, vous ne pouvez pas dire clairement quelle est l'université ici, c'est-à-dire l'université privée qui est en train d'entretenir des doublons. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a 33, au total, je crois bien, 33 universités privées qui ont des contrats avec l'État. Donc, des universités privées qui reçoivent les boursiers de l'État. Donc, l'État paye une certaine subvention à ces universités pour les frais de scolarité des étudiants qui sont orientés. Il y a 33 universités ici. Je ne peux pas dire, on ne peut pas indiquer avec précision quelle est l'université. Je pense que c'est une magouille qui est entretenue. Justement, qui est entretenue. Absolument. Qui est entretenue. Si on connaît les capacités d'accueil, on sait ce qu'on doit affecter à ces universités. Si on se retrouve avec un taux beaucoup plus élevé, ça part du ministère lui-même. Ce qui est aberrant, ce qui choque, ce qui fâche dans cette affaire, c'est que les 1 tiers, oui, ce qui fâche, c'est que les 1 tiers de l'effectif est alloué à l'enseignement supérieur privé, mais les 2 tiers du budget, on le consacre à l'enseignement supérieur privé. Si vous prenez par exemple le cas de 2012-2013, sur 26 612 étudiants, places disponibles, l'enseignement supérieur privé a pris 8 900, plus de 18 000, disons, places sont revenues à l'enseignement supérieur public. Mais c'est l'enseignement supérieur privé qui engloutit les 2 tiers du budget. Donc on nous dit aujourd'hui, on ne peut pas continuer quand même avec cette pratique dans ce métier, dans ce pays. Des milliards et des milliards de francs guinéens sont engloutis par l'enseignement supérieur privé. Des montants en réalité à Boubacar Diallo devraient permettre aujourd'hui à l'État guinéen de construire de nouvelles universités pour connaître quand même vraiment des capacités d'accueil au niveau de l'enseignement supérieur public. Il faut que ces pratiques-là cessent dans le pays. Il faut que le gouvernement du professeur Alpha Condé comprenne que depuis des années, on est en train de perdre de l'argent et la plateforme Joliba qui a été mise sur pied, c'est vrai qu'il y a des insuffisances, mais il faut l'améliorer parce que ça permet de limiter les cas de doublons et de détecter aujourd'hui la magouille qui est instaurée au niveau de l'enseignement supérieur. Merci Basseko, enquête rondement menée. Oui, pour clore, Moussa. Oui, pour clore, je veux dire que Joliba a permis de décanter un peu les choses, de voir un peu plus clair dans cette histoire d'orientation, parce que ça porte sur l'inscription et la réinscription des étudiants. Donc on s'est beaucoup plus focalisé sur l'inscription des étudiants. Pourtant la réinscription aussi c'est une énorme magouille. La réinscription c'est qu'il y a des étudiants qui ne finissent pas leur cycle universitaire, qui quittent l'université pour une raison ou pour une autre, qui voyagent, qui meurent. Donc c'est une manne financière que l'État paye. Je pense qu'avec Joliba, si la réinscription n'est pas validée, l'université en question ne perçoit pas les frais liés bien entendu aux études de cet étudiant. Maintenant, la question que je me pose aujourd'hui, puisque les universités publiques ont fait une sorte de rapport pour préciser qu'elles ont suffisamment de place cette année pour recevoir les étudiants, pourquoi l'État ne prend pas les mesures qui pourraient permettre à ces universités-là d'avoir ces étudiants? Moi, c'est la question que je me pose. Oui, ils ne vont pas aimer. Moi, je me dis une chose. L'État aussi n'a pas pour rôle de permettre à ce qu'il y ait que les universités privées foisonnent. Il peut y avoir quelques-unes, celles qui ne peuvent pas du tout tenir la route, qui ne peuvent pas résister à la concurrence, vont disparaître d'elles-mêmes. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à cela. Sinon, les universités publiques aussi seront des mouroirs. C'est pas normal. On a quelques minutes pour faire un détour du côté du BGDA. Nous avons en ligne monsieur Abbas Bangoura Pablo, directeur général. Bonjour, monsieur Bangoura. Oui, bonjour Aboubacar. Alors, bienvenue dans cette émission. Alors, monsieur Bangoura, une nouvelle initiative, une nouvelle mesure qui consistera à prélever une taxe, notamment sur les titres diffusés un peu partout dans les médias et ailleurs. Qu'est-ce qui vous la motive, justement? Merci de m'accueillir sur votre radio. Mais alors, je peux vous rectifier en disant que ce n'est pas une nouvelle mesure. C'est une mesure qui a existé depuis des temps immémoriaux. Depuis la conception de la notion de droit d'auteur en République de Guinée à travers la loi 043, ces mesures ont existé, même si ceux qui sont censés payer ont toujours fait, comme on appelle, ils ont toujours fait preuve de réticence dans ce paiement. Mais moi, c'est une immense plaisir pour moi de savoir que vous vous intéressez aujourd'hui à cela. Je pense qu'à travers vous, nous allons pouvoir faire passer le message
pour que, enfin, les auteurs de la République de Guinée et les auteurs étrangers dont les œuvres sont utilisés en République de Guinée fassent l'objet d'attention soutenue et que vraiment les utilisateurs fassent preuve, fassent preuve de conscience en payant les redevances liées à l'utilisation qu'ils font de ces œuvres. D'accord. Vous pouvez imaginer, mon frère, je vous apprends rien en vous disant que les auteurs de la République de Guinée aujourd'hui sont réduits à la mendicité, et plus particulièrement les artistes, alors qu'ils ont mis au monde ces œuvres à travers lesquelles ils doivent vivre. D'accord. Ils représentent, comme j'ai toujours dit, leur halal, la sueur du front. Et mais très malheureusement, voilà. Nous sommes tous responsables. D'accord. On est d'accord avec vous, monsieur le directeur. On est d'accord avec vous, mais il y a quand même une question qu'il faut signaler. Les jeunes, quand même, qui essaient de mettre leur petit business en place, c'est pour s'en sortir. Un jeune qui fait un café-bar, qui n'a même pas un budget de 2 millions, quand vous lui demandez de payer 1 800 000 comme redevance, est-ce que vous pensez que c'est logique? Je ne sais même pas d'où vous tirez cette si on a des documents, justement, c'est parce qu'on a été approché par ces tenanciers, justement, Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le document, moi, je vais relever des couacs déjà. On dit mode de paiement. On écrit au stylo en espèces, par chèque ou virement. En stylo en plus. Et moi ça m'a amené à me poser la question sur la fiabilité du système. Ça m'a amené pourquoi percevoir cette redevance en espèces, justement? Oui, monsieur le directeur général. Je suis obligé de vous dire, au BGDA, on ne perçoit pas en espèces. On va vous envoyer le document. On va vous envoyer le document. C'est une erreur que vous faites. La même période, je me rappelle avoir une fois rencontré la mine qui m'a tenu les mêmes propos. Je veux que vous renvoyez ça. Je ne sais même pas l'histoire au niveau du BGDA. La mine m'a dit, quand je l'ai rencontré, on a eu la volonté de payer les redevances droits de secteur. Jusqu'au moment où monsieur nous a dit qu'il fallait payer en espèces. On va vous envoyer les documents. Alors, ce sont vos services techniques qui l'ont placé sur ce document. C'est écrit en stylo, espèces, chèque ou virement. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, il y a pas mal d'artistes qui n'ont pas assez bien compris le rôle du BGDA en Guinée par les années passées. Qu'est-ce que cette taxe va venir changer? Et dites-nous précisément qu'est-ce qui va en être fait. Qu'est-ce qui va en être fait? Ça s'appelle droit d'auteur. Ça va être reparti après retrait de ce qu'on appelle les frais de gestion qui reviendraient au BGDA. Mais je suis même curieux. J'ai du mal à cerner votre question. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et je suis curieux de savoir ce document. Et si vous pouvez avoir la gentillesse d'ouvrir un dossier spécial sur le BGDA avec un... Oui, mais monsieur le directeur, monsieur le directeur, j'ai pratiqué ce milieu-là pendant des années. Je sais, les artistes, vous parlez de droits d'auteur, les artistes ne reçoivent pas intégralement leurs droits d'auteur. Il y en a beaucoup d'exemples. Si vous voulez, on peut inviter autant d'artistes qu'on peut inviter dans ce studio, vous diront qu'ils ne reçoivent pas intégralement leurs droits d'auteur. Comment se fait la répartition? C'est bien d'engager de l'argent, mais si ça ne va pas au destinataire, ça ne sert à rien. Comment se fait la répartition des droits d'auteur? Merci, mon cher frère, c'est Ruby, là. Oui, bien sûr. Vous savez que j'ai pratiqué ce milieu. Vous donnez-moi la chance d'aller au bout de mes idées, quand même. Je voudrais, vous m'avez appelé pour éclairer la lanterne des millions d'éditeurs qui nous écoutent. Donnez-moi la chance de m'exprimer, aller au bout de mes idées. Je voudrais vous rassurer et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à la différence des autres EPN, les autres établissements publics de la Guinée, le BGDA respire avec les poumons de la FISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs. Alors, en niant des règles professionnelles auxquelles nous obéissons. Alors, il faut que les Guinéens arrêtent de penser que la Guinée est sur une autre planète. Alors, autant ça se passe, de la même manière ça se passe au Sénégal, au Burkina, en France, nous sommes sur la même planète que ces pays et respirons avec les mêmes poumons. Alors, il n'y a pas de raison que nous fassions exception à la règle. Venez, nous avons un arrêté portant sur la perception et la répartition des redevances de droits d'auteur. Bien. Et peut-être pour finir, on va pas tirer tout ça en longueur. À combien coûte comment on évalue cette redevance sur les œuvres musicales pour une boîte de nuit par exemple ou pour une radio? C'est sur une année. Ça revient à combien?
Merci. Ça revient au même, c'est la même procédure que pour vous, Radio Espace. À la fin de l'utilisation des œuvres, vous êtes censé nous déposer un rapport d'exécution d'utilisation des œuvres que vous faites. Admettons du lundi au vendredi. Vous avez ce que vous avez dans votre système là-bas, le playlist. Vous êtes en mesure de nous dire de 8 heures, je ne sais pas si c'est pas un technicien, de 8 heures à midi, vous, dans l'émission Grande Gueule, bon, je sais que dans votre émission, vous passez moins de trucs dans les autres émissions de la radio. C'est ça, vous êtes censé savoir, dans toutes les émissions, le nombre de musiques que vous passez. Alors, et dans le café. Monsieur le directeur, oui, mais attendez, une question toute simple. Mais attendez qu'il réponde à cette question. On a besoin de chiffres ce matin. Oui, mais justement, en parlant de chiffres. Oui. Bon, je réponds à la question, c'est que la répartition se fait au prorata temporis et numéris. Ça veut dire que c'est une règle professionnelle qui, à laquelle toutes les sociétés de gestion, le prorata temporis et numéris consiste à faire quoi? Le temps qu'une chanson prend et le nombre de fois que la chanson est utilisée, en fonction de cela, nous procédons à la répartition des droits perçus de l'utilisateur qui nous dépose un rapport mensuel, trimestriel ou annuel. Est-ce que vous voyez? Monsieur le directeur, malheureusement, on aurait souhaité continuer avec vous, mais on a encore quelques questions dans la gorge. Et sur les ventes des albums, combien sont perçus sur chaque album? Parce que c'est important qu'on le comprenne et que les artistes aussi le comprennent. C'est important. C'est très important, mon ami. Et sur les ventes des albums, non mais monsieur le directeur, apprenez à écouter. Et sur les ventes des albums, combien sont prélevés sur chaque cassette ou CD vendu? Première question. Deuxième question, Ahmed pose la question très intéressante. Dans les bars à café, combien sont perçus par bar à café? Bien. Et comment c'est perçu? Autant de questions, monsieur Abbas auxquelles monsieur Abbas Bangoura va devoir répondre prochainement dans cette émission. La radio, c'est l'heure. Nous répondre à la question de Ruby. Bien. Allez-y alors. Je réponds à la question. Il dit combien par rapport aux albums vendus, on a ce qu'on appelle le droit de reproduction mécanique. Alors ça porte sur la quantité d'œuvres utilisées à la déclaration. Ça veut dire la première sortie, il a ce qu'on appelle la réédition. Quand le premier stock est épuisé, il vient. Alors, en fonction de la quantité, nous multiplions l'unité par, à la base, c'était à 750 fois seulement. Depuis que je suis venu au BGDA, j'essaie de voir les choses à la base. Et figurez-vous, les 750 qui sont payés par œuvre doivent être redistribués à l'artiste, qu'on appelle le droit de reproduction mécanique. Et je suis curieux de voir un artiste qui viendra vous exhiber une preuve qui n'a jamais perçu ce DRM. Si vous en avez les preuves, faites de moi ce que vous voulez. Alors gueulez comme vous pouvez sur moi si cela est. Vous avez des preuves palpables à cela. Pas la mentalité. Je vais profiter de la radio pour vous dire, vous les radios privées passées, vous faites partie des censures des auteurs de la République de Guinée. Des censures? À mesure où des censures, je souligne et je pèse le mot. Vous êtes en train de vider les auteurs de la République de Guinée de leur contenu de sang. Alors je le dis, je pèse et je sais de quoi je parle. À n'en plus finir, j'ai fait des démarches dans le sens de me retrouver autour d'une table avec vous. Je suis allé la dernière fois avec des couleurs traditionnels dans une calebasse à la radio Espace pour nous tendre la main de la franche collaboration pour qu'ensemble nous passions à la vie des auteurs de la République de Guinée. Bien. Très malheureusement, la porte ne m'a pas été ouverte. Si vous estimez que je dois rebeloter, je reprendrai et si vous me donnez la chance de passer, donnez-moi en live un rendez-vous pour que je vienne parce que ça c'est une expression locale. Bien. L'ambition, la volonté qui m'anime de mériter la confiance. Bien. Monsieur Abbas Bangoura Pablo, directeur général du BGDA, le Bureau guinéen du droit d'auteur. Il était en direct dans cette émission. Merci, on va prolonger ce débat dans d'autres émissions, monsieur Bangoura. Merci, Bobek. Merci, au revoir. Tout le monde. Bien. Merci. Bien, on a suivi, monsieur Bangoura. Oui, très rapidement pour dire à monsieur Abbas Bangoura que nos portes lui sont grandement ouvertes. Il peut venir. Mais ce que moi je déplore, c'est que c'est vrai que le calcul au niveau du BGDA est très compliqué. Les artistes à la déclaration, pour un premier temps,
font une déclaration qui est produite certainement, qui est vendue au niveau du Palais des Peuples. C'est la seule déclaration qu'ils maîtrisent. Après, il y a les maisons de production derrière qui multiplient les bandes, les cassettes, les CD des artistes sans déclarer, obligé de dire ça existe, sans le déclarer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, des albums sont vendus sur le marché et les artistes ne rentrent pas en possession des droits d'auteur liés à ces albums-là. Bien, 30 secondes chacun. Allez-y, Tamba. Ce que moi, j'ai pas compris de cette mesure, j'aime bien les taxes. Les taxes, c'est toujours bien, à condition qu'on nous dise comment est-ce que ça va être utilisé. Mais il y a un petit problème. On a bien écouté le directeur général qui nous dit que pour récupérer, comment est-ce que ça va être récupéré? Pour les radios, j'avais imaginé qu'ils auraient instauré un certain système de monitoring pour écouter ce qui aurait été fait. Mais vous dites à quelqu'un, l'exemple, il est assez, je dis pas, j'ai pas envie de dire bête en fait. Parce que l'exemple, vous dites, comme à un enfant, vous lui dites, tu vas venir me rendre compte de tout ce que tu as fait comme bévu et ensuite je te frapperai en fonction de ça. Vous dites au radio, rapportez-nous ce que vous avez fait, au kiosque, comment est-ce que ça va être mesuré? On se dit que c'est pas possible. Oui, mais ce que je veux rappeler, c'est que pour les radios, il a parlé de playlist. Pour les tenanciers de café bar, comment ils font? Il n'a pas expliqué le mode opératoire. Ils vont transporter tous les CD au BGA. Bien. Tous les CD qu'ils ont achetés. C'est une question qui est posée. C'en est terminé au compte de ce numéro de ce vendredi. Merci à toute l'équipe technique. Au cadrage, il y avait Salifou Lifo Sissé, la haute autorité. Il y avait également Mohamed Aloussen Kamara, et à la réalisation du côté de la radio, il y avait Mohamed Gabi et Mamoudou Kondé était du côté de la télé. Merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Sangaredi. Portez-vous bien. Au revoir.